Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. 0826 300 300, vous nous appelez si vous voulez témoigner. Le sujet qui suit nous concerne tous depuis plusieurs mois. Les révélations s'accumulent dans le périscolaire parisien. Soupçons d'agression sexuelle, violence sur mineurs, signalements ignorés, parents laissés dans l'angoisse. Ce week-end encore, la procureure de Paris a annoncé des investigations dans 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires et plusieurs crèches. Le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, parle désormais d'un problème systémique, c'est lui qui le dit, et promet une refonte complète du périscolaire. Vous avez dans le Parisien ce matin le cas de cet animateur qui avait été exclu, une enquête éteinte et qui rejaillit ailleurs. On se demande comment cela est encore possible, mais pour de nombreux parents, les réponses restent très insuffisantes. Alors comment a-t-on pu en arriver là ? Est-il eu un déni, un aveuglement, une omerta, et surtout les enfants sont-ils aujourd'hui réellement protégés quand même ? C'est quand même le fond du problème. Bonjour à vous, Elisabeth Gutmann, et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. La première question que je vous pose ce matin, c'est est-ce que l'annonce de la procureure de Paris, ces investigations dans ce grand nombre, ces dizaines d'établissements, est à même à vous rassurer ce matin ? Alors, rassurer, c'est pas le mot. Néanmoins, on trouve que c'est quand même une bonne chose qu'enfin ça soit officialisé. Voilà, ça accorde et ça rajoute du crédit à ce qu'on dit, nous, depuis 2021. Notre collectif a été fondé en 2021 et dès 2021, on disait déjà que la problématique était systémique. 2021, nous sommes en 2026, nous sommes à Paris, nous ne sommes même pas au fin fond d'une contrée perdue, dans un établissement scolaire obscur. C'est Paris, France, avec tous les cercles de pouvoir, tous les médias. Comment vous expliquez que ça a mis 5 ans à cheminer, cette histoire ? Alors, les premiers interlocuteurs qu'on a eus, c'était la ville de Paris, donc c'était Patrick Bloch qui était à l'époque le premier adjoint, enfin l'adjoint en charge du périscolaire de Madame Hidalgo, et donc pendant des années on a presque perdu du temps en fait à discuter avec lui, puisqu'il ne voulait pas entendre, et il nous disait de relativiser, de réduire les propos quand on parlait de maltraitance, parce que là aujourd'hui il y a un focus sur les violences sexuelles. Néanmoins il y a quand même un spectre assez large de violences que subissent les enfants au sein du périscolaire, d'ailleurs sur le territoire national, pas qu'à Paris, des violences physiques, psychologiques et des violences sexuelles. Donc je pense qu'on a un peu perdu du temps à dialoguer avec cette personne à la ville de Paris, déjà, malgré toutes les remontées qu'on lui faisait, et il y avait une inaction criante de la part de la ville de Paris pendant des années sur les remontées qui n'étaient pas écoutées, qui étaient ignorées par les administrations. Vous savez comment ça se passe avec la vie médiatique également, hein. Il n'y avait pas de grands procès. C'était une dénonciation. C'est une sorte vous êtes une lanceuse d'alerte, hein. Il y a aussi l'idée d'une responsabilité peut-être diluée. Qui est responsable? Vous citez Monsieur Patrick Bloch, donc qui est quand même le premier interlocuteur. Il n'est plus là, hein. La majorité n'a pas changé, mais lui n'est plus là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas assez d'éléments pour accrocher la lumière, si je peux dire, de l'actualité également. Oui, pourtant ça parle de nos enfants. Oui, c'est vrai. Alors, on se rend compte déjà en France qu'il y a une politique de protection de l'enfance qui est quand même un peu à la dérive, hein. Donc, c'est déjà une première chose. Après, qui est responsable? Il y a une succession de responsabilités et on espère que les différentes enquêtes judiciaires permettront justement de dégager les responsabilités de tout le monde, de toute la chaîne, puisque à partir du moment où la famille signale la problématique à un animateur ou un responsable d'animation, il y a toute une chaîne en fait, surtout à Paris, des CASP, donc les circonscriptions des affaires scolaires, la direction des affaires scolaires, la mairie de Paris. Il y a également le préfet qui est quand même le garant de la sécurité des enfants. Donc en fait, aussi bien au niveau des collectivités que de l'État, il y a des responsabilités qui sont à dégager. On a laissé des animateurs perdurer, continuer, se faire ce que raconte le Parisien ce matin. Je vous invite à lire ce récit qui est assez étonnant, surtout dans le contexte. On va dire sévir malgré toutes vos alertes. Comment est-ce que vous expliquez que cela puisse continuer ainsi, qu'il ait fallu autant de temps pour que ça sorte ? Il y a même une campagne municipale au milieu. Oui, alors c'était clairement pas une préoccupation de la ville de Paris. Comment est-ce qu'on peut expliquer ? En fait,
quand un enfant parlait ou quand un parent allait parler de cette problématique-là, elle était enterrée, elle était cachée sous le tapis et personne n'en prenait la mesure. Et bien souvent, le premier réflexe était de décrédibiliser la famille, de dire mais non, votre enfant ment. Voilà, la parole de l'enfant n'était pas reconnue à sa juste valeur. Donc ça, c'était une des premières choses. Et puis il y avait toute une période où le réflexe était de déplacer l'animateur qui était problématique et non pas de régler le problème. Alors donc en fait, il était passé dans une autre école, comme ce que raconte l'article du Parisien de Victoire. Ailleurs, et pour reprendre les activités, il y a une grève aujourd'hui des agents du périscolaire. Cette grève qui est censée dénoncer ce que les personnes qui se mobilisent, les personnels, une politique de répression de la municipalité à la suite de ces révélations. Je vous propose d'écouter Éric Leclerc, directeur d'accueil périscolaire, délégué au sein du syndicat SUPAP-FSU, au micro de Sud Radio. La principale difficulté, c'est la précarité des métiers. Il faut noter que sur 12 000 animateurs à la ville de Paris actuellement, il y a 8 500 agents qui sont vacataires. La vacation, en théorie, c'est de l'intérim, à part que la ville de Paris est dans l'illégalité depuis des années et engage des vacataires à foison. Donc on a un turnover de vacataires, puisque tous les ans, à peu près, la ville engage 4 000 vacataires. Donc problème de traçabilité, si j'ose dire, quoi, aussi, d'une certaine manière. C'est une vraie problématique, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écoles sont vraiment des entrées, notamment aussi pour des personnes qui pourraient être mal intentionnées. Voilà, Éric Leclerc qui répondait ce matin à Frédéric Brindel. Elisabeth Gutmann, 12 000 animateurs, 8 500 vacataires. Qui peut contrôler un tel système ? Alors effectivement, c'est un système. Ce que dit Monsieur Leclerc est très vrai. Il y a une très grande précarité dans ce système périscolaire. Il est très difficile de vivre de ce métier, ce qui n'est pas normal pour des gens qui s'occupent de nos enfants tous les jours. C'est très mal payé. Les horaires sont complètement hachés. Ils travaillent 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Ils n'ont pas le temps d'aller faire un autre travail entre ces horaires-là. Ils n'ont pas de temps de préparation de rémunérer. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un travail qui est très précaire, qui a très peu d'attractivité. Il n'y a pas d'exigence de diplôme, de formation. Donc les gens qu'on envoie sur le terrain ne sont même pas formés à s'occuper des enfants. Donc en fait, on les met dans une situation en plus d'échec et de difficultés gigantesque. Vous diriez quoi quand vous regardez cet animateur soupçonné d'agression sexuelle déjà gardé en vue en 2024? C'est ce que révèle le Parisien aujourd'hui en France. 22 ans, mise en examen pour violence sexuelle sur 3 mineurs à l'école Bulourde. C'est dans le 11e. Il avait fait l'objet d'une plainte pour des faits similaires dans un autre établissement, mais ça avait été classé sans suite. Vous vous rendez compte, il y avait une enquête et cet individu peut ensuite postuler ailleurs et il est embauché. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une forme de cloisonnement entre les administrations. Il n'y a pas de centralisation des données, il n'y a pas de base de données. Alors en fait, pour les périscolaires qui sont déclarés à Jeunesse et Sport, comme l'est le périscolaire de la ville de Paris, il y a une vérification automatique par un logiciel qui s'appelle le GAM, qui est une vérification du volet B2 du casier judiciaire et du FIJAIS, donc le fichier des infractions sexuelles et violences. Ça c'est fait, ça. Ça c'est fait automatiquement, en fait. Oui. À partir du moment où on rentre le nom de l'animateur. Néanmoins, comme cette personne a eu un classement sans suite sur cette affaire, il n'est pas inquiété, en fait, ni au titre du B2, ni au titre du FIJAIS. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui était possible à l'époque. C'est-à-dire que l'administration qui embauche n'a pas accès à une base de données, en réalité. Alors, c'est pas une base de données. Ils reçoivent un feu vert disant, c'est bon, vous pouvez embaucher cet animateur, il n'y a pas de condamnation au B2 ou au FIJAIS. Et donc, ça mériterait quand même peut-être un fichier plus fourni, plus large, mieux renseigné, non? Vous êtes d'accord avec ça? Complètement. Oui. Et d'ailleurs, on milite là-dessus pour qu'il y ait déjà des dossiers aussi, des enquêtes administratives qui suivent, une recherche des antécédents, une recherche en appelant tout simplement l'employeur précédent, si l'école dans laquelle il a travaillé avant, ce qui paraît être la base sur un autre emploi. Pourquoi les signalements, semble-t-il, Elisabeth Gutmann, aussi difficiles à faire remonter? Est-ce que vous diriez, parce que ce mot circule, qu'il y aurait une forme d'omerta administrative. Je ne sais pas si elle est volontaire ou pas, d'ailleurs. Alors oui, c'est vraiment le constat auquel on est arrivé. Pendant des années, il y avait cette omerta. On a vu tous ces signalements qui étaient bloqués à chaque échelon, en fait, de la chaîne et qui ne redescendaient jamais, qui donnaient très peu lieu à des enquêtes administratives de la part de la ville ou même de Jeunesse et Sport. Normalement, Jeunesse et Sport a une obligation, se doit de mener des enquêtes administratives indépendantes de celles des communes. Ils n'en ont peut-être pas les moyens.
chez Jeunesse et Alors Sport. c'est une grande question et je pense que c'est quelque chose... Vous voyez, le 12 000 animateurs, enfin, c'est très compliqué. Il faudrait du monde pour contrôler tout ça. Voilà, effectivement, il y a très certainement un manque de personnel aussi dans les administrations d'État. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait? Une sorte de, je sais pas moi, un trombinoscope, une sorte de bouc de trombinoscope des animateurs. Ça, c'est la base. C'est quelque chose qui a même déjà été voté au Conseil de Paris. Alors, ça a été voté au Conseil de Paris en 2022 déjà. Ça n'est pas appliqué sur le terrain puisque les animateurs refusent de mettre leurs photos. Aujourd'hui, on a des trombinoscopes qui existent avec des avatars, avec Pocahontas ou Mickey dessus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un enfant est incapable de reconnaître un animateur sur un trombinoscope. Ça n'a pas de sens. Pas de refuser d'être pris en photo? Alors ils peuvent être refusés, ils peuvent refuser d'être pris en photo, ils peuvent refuser d'afficher leur photo et c'est quelque chose qu'on compte absolument faire changer. Il est très important pour les parents de savoir qui s'occupe de leurs enfants, c'est essentiel. Et quand il y a une problématique de violence comme ça, l'enfant, surtout les petits qui ont à partir de 2 ans et demi, dans les classes de très petite section, ont besoin de pouvoir montrer sur un trombinoscope la personne dont ils parlent. Vous parleriez d'une forme de lenteur administrative, quelque chose qui, au fond, dysfonctionne de façon parce que c'est obsolète, pléthorique. Je sais pas, il manque quoi du numérique pour que les administrations se parlent. Quel est le problème selon vous? Alors est-ce qu'il y a une forme aussi peut-être de volonté de ne pas faire avancer les choses, de ne pas ficher les gens? Vous en avez entendu ça aussi dans ces dossiers? Alors volonté, je saurais pas dire si une volonté de pas ficher les gens. Non, je pense qu'en tout cas il y a une lenteur administrative, ça c'est certain. On se rend compte que même sur une personne, un animateur qui serait blacklisté entre guillemets dans une région par le service jeunesse et sport, en fait il peut très bien aller dans une autre région travailler. Et donc ça c'est problématique. C'est-à-dire il n'y a aujourd'hui pas de croisement, même au niveau de l'État, pas de croisement de fichiers. Donc oui, le système est ultra vieillissant et tout est obsolète. Il faut absolument remettre un gros coup de neuf dans tout ça. Alors Elisabeth Gutmann reste avec nous bien évidemment. Nous allons parler des enfants. Ils sont au cœur de ce sujet évidemment, de nos préoccupations dans un court instant après la pause. Appelez-nous 0826 300 300 si vous souhaitez intervenir et voyons si ce qui est engagé par le nouveau maire de Paris, à vos yeux, Elisabeth Gutmann, si c'est à même au fond de faire bouger les choses ou si c'est, comme certains critiques l'ont dit, de la communication pure. Allez, 9h44 minutes, 0826 300 300, vous nous appelez, vous restez avec nous. Elisabeth Gutmann, cofondatrice du collectif SOS Périscolaire, pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Akili. Avec notre invitée Elisabeth Gutmann, cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Je vais vous faire entendre un autre extrait d'interview sur Sud Radio d'Arnaud Gallet, qui préside l'association Move Enfants, qui a évoqué ces enquêtes ouvertes dans le périscolaire parisien. Pour lui, ces mesures ne vont ni assez vite ni assez loin. Ce qu'on souhaite, c'est que les réponses qu'ils ont apportées soient beaucoup plus pragmatiques. C'est-à-dire que c'est bien d'annoncer des choses, des plans, etc. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit en capacité de se dire que mon enfant est en sécurité dans le lieu qui l'accueille. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a aucune garantie par rapport à ça. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faudrait vraiment tendre vers une obligation de résultat, que les parents soient également associés, qu'il y ait une présentation qui soit faite. Et en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est du pragmatisme. Le pragmatisme, c'est quoi? C'est garantir les droits fondamentaux des enfants dans tout lieu qui accueille les enfants. Voilà, nous évoquons les enfants. Arnaud Gallet qui a été joint par Mathéo Lamblot pour Sud Radio. Elisabeth Gutmann, c'est vrai, dire, vous vous rendez compte, pouvoir se dire, et il a raison là-dessus, Arnaud Gallet, mon enfant est en sécurité. C'est quand même la base, c'est quelque chose qui devrait être intangible. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que dans le périscolaire parisien, nos enfants sont en sécurité? Alors, je dirais pas encore. Pas encore, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, avant la création du collectif SOS Périscolaire, nous pensions que nos enfants étaient en sécurité. Et puis, on a compris qu'en fait, ça n'était pas le cas. Et là, maintenant, malgré le nombre de propositions qu'on a fait, de demandes qu'on a fait, on sent qu'il y a un mouvement à la ville de Paris, qu'ils ont prévu de faire des choses, mais comme dit Arnaud Gallet, qu'on connaît très bien, oui. Ça ne va pas assez vite. Voilà, on sait déjà, ça fait des années qu'on leur dit voilà ce qu'il faudrait faire pour au moins sécuriser un minimum l'accueil des enfants, ça n'est pas fait.
pour l'instant. Il y a aujourd'hui la Convention citoyenne donc, qui a été inaugurée hier. 80 parents tirés au sort. Et professionnels d'ailleurs, il y a aussi des professionnels, tout à fait. Quel est son objet ? Alors, je pense que l'objectif principal, ça va être de rediscuter les rythmes scolaires. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste sur une semaine de 4 jours et demi ou est-ce qu'on passe à une semaine de 4 jours ? Qu'est-ce que ça change fondamentalement ? Et ça peut changer quelque chose. Aujourd'hui, la problématique, c'est donc une problématique de vivier d'animateurs qu'on n'a pas, parce que les conditions sont très précaires. Le fait de repasser sur une semaine de 4 jours permettrait d'avoir plus de candidats peut-être, puisqu'il y aurait la journée du mercredi entière, et donc moins d'horaires morcelés sur le reste de la semaine. Donc potentiellement, par extension, on pourrait se dire que ça pourrait sécuriser un peu plus l'accueil des enfants en ayant les mêmes personnes et moins de turnover comme on entendait tout à l'heure. Voilà, il y a beaucoup de vacataires. Donc ça pourrait potentiellement jouer un peu. Néanmoins, avant cette convention citoyenne, il aurait été possible de mettre en place déjà des mesures d'urgence qui ne sont pas mises en place. Ce qu'il advient des conventions citoyennes, des grands débats et autres, ça finit dans des placards métalliques. Et on oublie. Vous pensez que c'est un objet de com' ou si vous y voyez vraiment quelque chose d'important qui va permettre de faire avancer les choses ? Alors non, a priori mi-juin ils vont rendre effectivement des conclusions, une copie, et ils vont prendre. Non, je pense qu'ils attendent l'issue de cette convention citoyenne pour mettre en œuvre les mesures qu'ils ont annoncées jusqu'à présent. Donc c'est une consultation. Néanmoins, la consultation en vrai, elle a déjà été faite un certain nombre de fois. Tout le monde a déjà été rencontré. Vous diriez qu'Emmanuel Grégoire a pris la mesure de ce scandale, de cet immense problème pour nos enfants à Paris, sachant qu'il a été longtemps premier adjoint d'Anne Hidalgo, donc il était en place, sans doute méconnaissant ce qui se passait dans sa propre administration. Il y a une interrogation là-dessus de votre part ou pas ? Alors, en tout cas, Madame Hidalgo ne s'est jamais exprimée sur le sujet. Elle ne nous a jamais rencontrés. Monsieur Grégoire, on l'a déjà vu 3 fois. Donc c'est quand même un signe qu'il a pris conscience de la problématique. Tout à fait. Oui. Donc en fait, c'est quand même un signe qu'il a décidé de faire des choses. Madame Hidalgo, elle ne s'est jamais exprimée. Elle partait en fait quand le sujet du périscolaire a été amorcé, même au Conseil de Paris. Donc là, il y a quand même quelque chose, une rupture avec son prédécesseur. Donc maintenant, il faut juste que ça se traduise en actes réellement. On a demandé notamment une brigade de contrôle d'inspecteurs du périscolaire qui pour l'instant n'est pas mise en place. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, il y a des inspecteurs de ménage, des gens qui font le ménage, des inspecteurs qui passent derrière pour vérifier s'il reste des grains de poussière. En revanche, il n'y en a pas au périscolaire. Il n'y a personne qui vient inspecter le périscolaire. C'est-à-dire qu'ils viendraient de façon inopinée dans telle ou telle école pour voir ce qui s'y passe. Exactement. Et ça, c'est un point sur lequel on est aligné avec les syndicats. La CFDT défend également cette brigade d'inspecteurs. Est-ce qu'on a une idée du préjudice, du volume des agressions ? Vous avez bien expliqué tout à l'heure que les agressions, ce sont pas seulement malheureusement des viols, ce qui est le plus tragique, mais il y a aussi toute une sorte de gradation dans ce qui peut être fait contre nos enfants. Est-ce qu'on a une idée du volume de ce qui s'est produit durant toutes ces années ? C'est gigantesque. Honnêtement, c'est gigantesque. Je pense qu'on le saura jamais exactement parce que voilà, déjà. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de signalements qui ne sont jamais remontés jusqu'à ne serait-ce que la DASCO ou la mairie de Paris. Donc on ne saura jamais vraiment l'ampleur du phénomène, mais c'est gigantesque. De la petite violence, l'humiliation, les insultes sur des petits, jusqu'aux violences physiques ou aux violences sexuelles. Il y en a tellement qu'on ne saura jamais exactement combien. On ne saura jamais. Vous dites, je suis très surpris de vous poser cette question. Est-ce que la parole des parents se libère ? Vous vous rendez compte, c'est une question qui est posée pour les cas de viol, des violences sexuelles faites aux femmes. Est-ce que la parole des parents se libère ? Parce que certains disent, ils n'osent peut-être pas témoigner. Alors, je dirais qu'en tout cas, l'écoute s'est libérée. C'est-à-dire que les parents ont compris qu'il pouvait se passer des choses, que ça n'était pas un sanctuaire, l'école. Malheureusement, comme on pensait quand on mettait nos enfants, on se disait, bon, c'est bon, il est arrivé à l'école, il est en sécurité toute la journée. Maintenant qu'il y a cette conscience que ça n'est pas forcément le cas, l'écoute des parents est plus consciente et va permettre à l'enfant de s'exprimer plus facilement. Ça, c'est sûr. Elisabeth Gutmann, qu'est-ce qui vous agite là, présentement? Vous êtes amère, vous êtes en colère, vous êtes motivé, vous êtes combatif. J'aimerais bien comprendre, parce que là, quelque chose qui change, qui est en train de bouger.
par rapport à cet immense scandale? Oui, alors les choses bougent. On est avec donc la cofondatrice Anne. Aujourd'hui, on est motivé par le fait de faire changer les choses, mais surtout par nos rencontres qu'on a avec le gouvernement. On a été reçus à Matignon, à l'Élysée. Hier, on était au cabinet de la ministre Rist avec son directeur de cabinet adjoint. On sera auditionné mercredi à l'Assemblée nationale par Gilles Philbou sur sa proposition de loi. On espère vraiment que l'État se saisisse de cette problématique et fasse des choses. L'État a été absent dans cette affaire? Oui, l'État, jusqu'à très peu de temps, ne s'exprimait pas du tout sur le sujet. D'ailleurs, on ne les entend pas encore énormément s'exprimer, même s'ils préparent des choses, et on les attend vraiment sur ce qui va être mis en place avant la fin du mandat présidentiel. Il y a eu ce message sur X de Rachida Dati, qui était plutôt restée silencieuse depuis sa défaite aux élections municipales. Vous sentez que dans le Conseil de Paris, il y a une sorte de prise de conscience plus ou moins commune? Ce ne sera pas un objet de combat politique? Non, on a quand même l'impression que la prise de conscience, elle est commune, au moins au sein du Conseil de Paris. Maintenant, il y a un gros travail à faire avec les autres maires de France, et donc on a commencé à dialoguer avec l'Association des maires de France, et on espère que ça va être poursuivi d'une propagation de la bonne parole et des bonnes pratiques surtout. Parce que vous pensez que ce scandale sur les enfants dans le périscolaire parisien, eh bien, il se retrouve ailleurs, dans les autres villes de France? Ah, mais c'est une certitude. Oui. Nous, on a reçu presque 600 témoignages depuis 2021 sur l'ensemble du territoire national. Donc oui, bien sûr, c'est une certitude, il y en a partout. Il y a des affaires partout, là, en proche banlieue, on en a beaucoup qui viennent de nous arriver, qu'on accompagne aussi d'un point de vue judiciaire avec notre avocate qui s'appelle Maître Lisborne, et on a des affaires partout en France. Toute dernière question avant de nous séparer. Là, les parents qui mettent leurs enfants demain dans le périscolaire parisien, qu'est-ce que vous leur dites? Allez-y, soyez en confiance ou soyez vigilants, parce que il faut quand même que les choses se mettent en place, ça va prendre des mois. Oui, on leur dit quand même, soyez vigilants, faites de la sensibilisation avec vos enfants, et puis demandez-leur comment s'est passée la journée, renseignez-vous auprès de vos enfants sans aller jusqu'à les inquiéter, mais en tout cas, renseignez-vous. Alors nous allons suivre ça de très près sur l'antenne de Sud Radio. Nous nous y engageons. Elisabeth Gutmann, merci d'avoir expliqué cela au micro de Sud Radio ce matin, d'avoir été très, très directe, très concrète, parce que c'est un sujet d'urgence pour nos enfants à Paris, et vous le dites désormais ailleurs, partout en France. À suivre donc. Merci Elisabeth Gutmann, cofondatrice du collectif SOS Périscolaire, et bonjour et bienvenue Jacques Cardoz. Bonjour Jean-François, comment allez-vous? Vous l'avez évoqué ce sujet, évidemment, à votre micro également. Sur quoi on se met d'accord ce matin? Alors on parle de l'affaire Bruel, on revient sur cette affaire. Pourquoi? Eh bien parce que le gouvernement s'en mêle. Ce matin, Maud Bréjon expliquait et encourageait les victimes à parler même des décennies après. C'est ce qu'elle dit. Du coup, on va se poser la question de l'imprescriptibilité des crimes ou des crimes et des délits sexuels, pardon. Et puis on abordera également l'éducation nationale sous un nouvel angle, Jean-François. Qui a dit que l'éducation nationale était réfractaire au changement? Figurez-vous que une expérience est menée dans quelques lycées en Île-de-France. L'intelligence artificielle va corriger des copies des élèves au bac blanc, certes, mais enfin quand même. Et c'est une expérimentation. Si ça fonctionne, eh bien, ce sera renouvelé. C'est le Mammouth 2.0. Ouais, le Mammouth 2.0. Et je demanderai aux auditeurs quel usage ils font, eux, de l'intelligence artificielle dans leur quotidien. J'ai appris, vous avez vu ce sondage, j'ai appris que un certain nombre avaient interrogé l'IA pour savoir pour qui ils devaient voter. Allez. Et vous? Non, restons dans le réel. Et puis ensuite, il y aura bien sûr, avant même tout ça, le zapping de Gilles. Super. Voilà, programme riche. Bonne émission. Merci beaucoup.